Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans 100%, avec aujourd'hui au menu la critique de Terra Battle, une minute du geek consacrée à The Twilight Zone, et dans Katsuka, il y aura des pics et il y aura des cornes. Moi j'aime bien ça. Et tout de suite, on retrouve les news. Annoncé pour le courant de l'année 2015, Rainbow Skies est un RPG destiné à la PS3 et la PS Vita, et la suite spirituelle de Rainbow Moon, sortie sur les mêmes plateformes en 2012 et 2013. Ceci dit, d'ici sa sortie en 2015, il ne serait guère surprenant de voir ce nouveau jeu apparaître également sur PS4, voire d'autres plateformes, comme l'a suggéré l'un de ses développeurs lors d'une interview. Rainbow Skies reprend l'esthétique cartoon et colorée de son prédécesseur, comme vous pouvez le constater, ainsi que sa vue en 3D isométrique. Le studio allemand SideQuest promet un contenu assez touffu avec une centaine de monstres, 3 personnages upgradables, des mini-quêtes en pagaille, un endgame développé et ainsi de suite. Rien de très original donc, mais les amateurs de RPG old school devraient s'y retrouver. En revanche, il faudra a priori attendre début 2015 avant de pouvoir jeter un œil au système de combat, ce qui déterminera en grande partie l'intérêt de ce nouveau RPG. C'est sur son compte Twitter que Sega a récemment donné des nouvelles de Valkyria Chronicles, une de ses franchises les plus réussies. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'un nouvel épisode, mais simplement d'une version destinée aux joueurs PC. Pour rappel, Valkyria Chronicles, c'est du plaisir et de l'excellence, sorti en 2008, exclusif à la PS3. Le titre mélangeait adroitement tactics et shoot à la 3e personne, le tout dans une Europe alternative en guerre. Sega promet de revenir bientôt avec de nouvelles infos concernant ce portage sur PC. On espère que cette version fera honneur à l'original et qu'elle se pointera à petit prix avec l'intégralité des DLC. Elle donnera peut-être l'occasion à Sega d'envisager une véritable suite aux 3 premiers volets sortis jusqu'à maintenant. Avec la critique de Terra Battle, j'ai encore une fois envie de dire merci monsieur Alexandre Pilot, qui a rédigé la critique. En effet, avec Puzzle & Dragons qu'il m'avait fait découvrir, déjà j'ai perdu la moitié de mes amis et les 3/4 de ma vie sociale. En même temps, vous allez me dire 0 divisé par quelque chose, ça fait pas beaucoup. Mais bon, c'est pas une raison. Maintenant, quand j'aurai plus de points de stamina dans Puzzle & Dragons, je pourrai sauter sur Terra Battle pour continuer un petit peu de travailler mes relations avec mes smartphones. Voilà, et merci monsieur Pilot. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je vais développer mes personnages, ils vont être super forts, et puis ils vont tout dévaster. Et ça c'est bien. Merci monsieur Pilot. Sakaguchi Hironobu, le papa de la saga Final Fantasy, comme aiment l'appeler les journalistes en manque de personnalité, a pu donner ces dernières années l'impression d'être un peu en perte de vitesse, depuis la fondation de son propre studio en fait. Certes, on est quelques-uns à s'être fait plaisir sur son Lost Odyssey en 2007, mais autrement, Mistwalker, son studio donc, ça reste Blue Dragon, The Last Story et 2-3 autres jeux vite faits sur smartphone, dont Windsurf. Du coup, quand on entend parler de Terra Battle, un free-to-play de Mistwalker s'inscrivant dans des délires similaires à ces petits jeux tournant autour d'un principe de stamina et de micro-paiement, on a envie de faire la gueule. Et pour le coup, on aurait franchement tort. Une partie du game system de Terra Battle reprend donc les bases de jeux comme Puzzle & Dragons, Brave Frontier ou encore Dragon's Coins. On collectionne des personnages ou des créatures afin de les faire évoluer et combattre, le tout dans le but de choper d'autres personnages ou d'autres créatures encore plus fortes qu'on fera également évoluer et combattre. Pour se procurer des nouveaux combattants justement, le joueur peut décider d'utiliser ses éclairs offerts régulièrement par le jeu ou durement gagnés, ou bien passer à la caisse avec de l'argent réel pour se faire un stock. Comme pour les titres de ce type, le personnage reçu est tiré de manière aléatoire. On peut donc avoir du bon comme du moins bon. Concernant la jauge de stamina, chaque excursion vous coûte un certain nombre de points d'endurance, qui se recharge à raison d'1 point toutes les 5 minutes. Là encore, vous pouvez décider d'utiliser un de vos éclairs pour recharger complètement cette jauge et ainsi continuer à jouer. Si ces principes sont devenus quasi standards de nos jours, Terra Battle sait se pointer avec des idées originales. À commencer par ses combats, qui n'ont rien à voir avec un quelconque match 3. Ici, on est sur du tactics, où il est question d'encercler ses ennemis afin de leur porter des coups. Pour ce faire, on fait glisser son combattant et on tente de façonner le champ de bataille à son avantage.
Petit point intéressant, lorsqu'on fait glisser une unité sur un allié, il permute. Alors qu'instinctivement on pourrait penser qu'il devrait se pousser. Mais ça, c'est clairement l'effet Puzzle & Dragon. Depuis que ce jeu a touché une bonne partie de la population japonaise, ce mécanisme de permutation est devenu une seconde nature pour tout le monde. Y compris pour Sakaguchi qui, paraît-il, aurait claqué des sommes indécentes en Magic Stone dans le titre de Gun-Ho. De la même manière que Street Fighter en son temps a éduqué toute une population à la technique du quart de cercle plus bouton, Puzzle & Dragon nous a éduqués au mécanisme de la permutation. Ce principe voit son intérêt décuplé grâce à de la disposition ingénieuse d'ennemis et de pièges, et un système de support allié qui, en gros, vous permet d'attaquer à plusieurs lorsque vous êtes sur la même ligne ou colonne. Chaque personnage possède ses propres stats et des compétences qui ont un pourcentage de chance de se déclencher, ce dernier augmentant, tout comme l'XP d'ailleurs, au fil des affrontements. Certains personnages peuvent aussi changer de classe, et ainsi bénéficier d'autres compétences. Pour que cela puisse se faire, vous devez payer quelques pièces d'or et réunir différents objets droppés aléatoirement par les ennemis durant les différents donjons hebdomadaires. Ce qui est agréable, c'est qu'une fois le nouveau job acquis, vous pouvez toujours jouir d'un certain nombre de compétences de vos anciens jobs, un peu à la FF Tactics. Une partie de ce que ce Terra Battle propose se rapproche effectivement d'une expérience comme celle de Puzzle & Dragons, avec son endurance à gérer, sa monnaie, ses drops de monstres et ses events hebdomadaires. Simplement, l'enrobage est ici bien plus agréable, avec de jolis arts et même une histoire qui se tient à peu près. La dimension tactique des combats n'a rien à envier à des jeux dont c'est la spécialité, et ce grâce à des ennemis variés, des règles de priorité simples et efficaces, et des boss possédant des patterns qui vous obligent à vous gratter un minimum la peinture à haut niveau. On prend donc beaucoup de plaisir à passer du temps sur Terra Battle, et on n'est visiblement pas les seuls puisque le jeu a atteint récemment son 1 000e téléchargement. On espère que la communauté ne s'arrêtera pas de grandir et que Mistwalker se pointera régulièrement avec de la mise à jour pertinente à base de niveaux et de persos supplémentaires. Ah ben quand même, depuis le temps qu'on l'attendait, enfin une minute du geek consacrée à The Twilight Zone, la 4e dimension en français. C'est une série qui tient particulièrement à cœur à tous ceux qui en ont vu des épisodes et qui personnellement m'a beaucoup influencé, d'ailleurs ça peut se voir, car mes plateaux sont tous un petit peu mystérieux, bizarres et contiennent souvent une critique acide et acerbe de la société dans laquelle nous vivons. Et donc sans plus attendre, je boule d'impatience de retrouver Pascaline qui va tout nous dire dessus. Au tout début des années 60, les réalités de la Seconde Guerre mondiale sont encore bien présentes dans les esprits. Le genre de la science-fiction en général reste assez marginal. C'est dans ce contexte que l'Amérique découvre la série télévisée de Rod Serling, The Twilight Zone, ou la 4e dimension en français, qui sera transmise sur la chaîne CBS entre 1959 et 1964. Cette série respecte une certaine tradition, car d'autres programmes similaires ont existé un peu avant, avec Tales of Tomorrow et les émissions radio de science-fiction telles que The Weird Circle ou Dimension X. Cependant, The Twilight Zone avait un petit quelque chose de spécial, ce qui en fait aujourd'hui une référence. Tout d'abord, à la fin des années 50, Rod Serling est un auteur qui commence à avoir de l'expérience dans le milieu télévisé. Mais fatigué par les contraintes de production et les interactions des sponsors dans l'écriture, il décide de s'attaquer à des univers de science-fiction, espérant avoir plus de liberté dans des univers moins ancrés dans la réalité. C'est ainsi que Serling écrit en 1957 un épisode pilote, The Time Element. L'histoire est celle d'un homme qui retourne dans le passé en 1941 à Honolulu et essaye de prévenir sans succès ses congénères de l'attaque imminente sur Pearl Harbor. D'abord refusé, le script restera 1 an dans les cartons, avant de voir le jour comme épisode de la série Desilu Playhouse. Le succès fut retentissant et marquera le début pour Rod Serling de l'écriture de sa série The Twilight Zone. Ce qui en fait encore aujourd'hui la particularité, c'est l'absence de lien entre des épisodes qui contiennent à la fois un peu de drama, de la psychologie, du fantastique, de la science-fiction évidemment, du suspense, parfois de l'horreur, et surtout se concluant toujours sur un macabre et inattendu twist. Cette structure a fait de la série un monument sur 5 saisons, véritable découverte pour un large public de la science-fiction dans son aspect le plus sérieux, ouvrant la voie d'un intérêt général pour le genre sur tous les supports. Au final, la série aura fait parler d'elle sur 5 décennies, avec un film, une déclinaison radio, un comics, un magazine, des spin-offs et plusieurs revivals sur son support d'origine, la télévision.
En 2013, la série était 4e sur 60, dans une liste des plus mémorables séries de tous les temps. Et encore aujourd'hui, les clins d'œil à la série sont nombreux, comme ce fut le cas par exemple dans le jeu Alan Wake, avec le feuilleton in-game intitulé Night Springs, Zone X en français. Un bel hommage à la zone crépusculaire. Lorsque j'ai croisé Marc à la machine à café de No Life, je lui ai demandé le contenu de Katsuka de cette semaine. Alors il me disait « Oh, tu vas adorer, il y aura des pics et il y aura des cornes !» Alors là, du coup, j'étais un petit peu refroidi, je me suis dit « Tu fais une thématique tauromachie maintenant pour les enfants et pour les grands et pour tout le monde, même pour les hématophobes ?» Mais non, enfin, des pics, il y en aura dans Happy Unhappy et des cornes, ce sera dans Kohoni. Ah, j'ai été bien soulagé, c'est une bien belle histoire qui finit bien. Salut à tous, cette semaine en Katsuka, il y aura un film avec des pics et un autre avec des cornes. Mais avant ça, les news. Cette semaine, en fait, j'ai juste une petite nouvelle à vous dire, c'est que l'émission de ce soir est la 100e de Katsuka. Du coup, pour fêter ça, je vous donne rendez-vous ce samedi 8 novembre sur No Life avec une soirée spéciale French Touch. L'occasion de revenir sur certains films français diffusés précédemment dans l'émission et d'en parler avec leurs auteurs. Avec notamment des interviews de Louis Clichy, Jérémy Perrin, des collectifs CRCR, La Cachette et la mécanique du plastique, ou encore des auteurs des projets Lisa, Baidir et Monsieur Flap. Encore un court-métrage étudiant de l'école canadienne Sheridan College cette semaine avec Happy Unhappy. Ce film assez touchant a été réalisé par Jin Liang qui de manière originale met en image la façon dont des petites choses de la vie peuvent nous blesser et s'accumuler. Un film qu'il a voulu expressif mais sans que ses personnages le soient trop, d'où le choix d'un design assez anguleux et d'une animation tout en retenue. Un film où il a aussi cherché à montrer que la vie n'est souvent pas aussi compliquée qu'on le pense.
Makoto Koji est une artiste australienne d'origine japonaise qui bosse surtout dans l'illustration avec un style tout ce qu'il y a de plus mignon. Elle touche aussi parfois à l'animation et elle a notamment réalisé un petit film nommé Ko-Oni où elle nous raconte l'histoire d'un petit monstre de la famille des Oni, bien connu dans le folklore japonais. Papa. Mama. Enfin, je termine avec une petite sucrerie visuelle en vous proposant de regarder cette jolie pub animée par le français Jonathan John Kondo pour une marque de vêtements. Un spot produit par Golden Wolf et mettant en scène le skateur Omar Salazar. Voilà Valou, à dans 15 jours. Alors voilà, c'est génial, on a un super jeu qui va nous prendre des millions d'heures à jouer, on a une super série avec plein de DVD à regarder, et puis plein d'animés conseillés par Tsuka à regarder aussi. Voilà, on n'aura plus jamais de temps pour nous, enfin pour nous, pour voir des gens, pour je sais pas, dormir, manger. Ça va être génial, c'est la fin du monde, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt quand on aura fait tout ça.